Alors ce bouquin dans les imaginaires du futur, qui me sert un peu de base sur beaucoup aujourd'hui de mes conférences et de mon travail, il est sorti en octobre 2020. Merci le Covid. Il a eu plus de succès que je m'y attendais, et donc il va sortir en poche dans quelques jours. En fait, le 19 avril, il est en poche dans beaucoup de librairies. Voilà. Donc, et je m'en sers de base sur ma présentation. Alors, cette présentation, c'est quoi en fait, hein? Ce que je vais essayer de vous mettre en scène, c'est au fond, puisqu'on est à Siena, il y a cette logique du numérique, il y a cette idée des imaginaires, portés par des jeux vidéo, des films, des romans, des fictions. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre avec vous ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire de se dire, puisque c'était la base même de mon bouquin sur les imaginaires de futur, c'était de dire, j'avais à la fois cette volonté d'explorer, de se dire, mais c'est quoi les imaginaires aujourd'hui les plus forts et les plus prégnants? Et de fait, c'est l'imaginaire technologique et l'imaginaire écologique. C'est ce devenir Dieu des technologies et cette logique post-apocalyptique, les logiques d'effondrement. C'est les deux imaginaires qui sont excessivement prégnants. Mais l'a priori qui a été le mien tout de suite, c'était de dire, nous devons prendre, au même titre que, effectivement, j'ai été très proche de philosophes comme Bernard Stiegler, à mon sens, on peut potentiellement considérer les imaginaires comme un corpus de connaissances et de savoir, pas simplement de divertissement, de façon aussi aisée que le dit savoir. Et que analyser, réfléchir, penser, créer aussi des œuvres à des fins qui soient non seulement divertissantes, mais philosophiques, dans une époque où tout le socle de valeurs est en train de s'effondrer, de se déliter, devient plus essentiel que jamais. Et donc la base même des imaginaires du futur, de mon bouquin sur les imaginaires, ça a été de dire, je vais considérer un certain corpus d'œuvres, notamment de science-fiction, mais pas que, comme étant des éléments aidant à la réflexion, au même titre que les apports philosophiques, que les apports historiques, avec un dernier a priori de réflexion sur les imaginaires, qui est, à mon sens, on ne peut être objectif, mais on peut être honnête. Et donc, mon a priori, comme ce n'est pas une encyclopédie, était de dire quel est mon rêve à partir duquel je vais choisir les œuvres de mon corpus et argumenter. C'était l'idée d'une utopie, d'une utopie située lucide, qui soit, que j'ai appelée terrestre, au sens de Bruno Latour, donc écologique évidemment, et anarchiste, au sens des Fab Labs, partir des gens du terrain, et pas forcément de Jupiter. Voilà. Hein, et donc c'est le socle même du livre et du point de départ. Alors, vous venez de voir une exposition sur les jeux vidéo. Là, il y a une image, celle de Line Wobber, qui correspond, on va dire, celle donc de Robin Baumgarten, à l'une des œuvres, qui est une œuvre très, on va dire, très longiligne, très low-tech de l'exposition que vous avez vue. Après, un autre jeu qui s'appelle Flower, qui est sorti en 2009, qui est un jeu où vous êtes le vent et vous construisez des univers par le vent. C'est l'un des rares jeux aujourd'hui qui est effectivement totalement dans l'optique Gaïa. Alors il y a des jeux avec le nom Gaïa, il y en a un qui sort ce mois-ci, je crois, qui s'appelle After Gaïa. Donc le monde des jeux, quelque part, grandit et évolue. C'est clair que ce qu'on retient, c'est plutôt Fortnite. Ce qui marche très fort, ce sont des jeux, effectivement, plutôt de baston, plutôt de combat. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas toute une tradition et tout un tas d'acteurs indépendants pour lesquels, justement, le contenu, la narration et une certaine inventivité par rapport au gameplay peut permettre, non pas forcément de transmettre des messages, mais en tout cas de faire réfléchir, voilà, hein, de faire penser. Il y a des jeux dans lesquels on navigue parfois, comme Shadow of Colossus, et il y a des jeux comme celui que j'ai montré, dont l'image est tirée, c'est l'image d'en bas, qui s'appelle Tell Me Why, qui est l'un des jeux, des tout premiers jeux, dans lequel vous jouez un personnage transgenre. Hein, et donc, il y a de plus en plus de petites innovations. Je suis intervenu récemment dans un grande conférence sur les questions des jeux vidéo. Et effectivement, j'ai interrogé avec des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi, les potentialités, notamment par rapport aux logiques de transition. C'est-à-dire, on pourrait très bien être dans des logiques de simulation et dans des logiques d'aventure, en créant à plusieurs des questionnements sur quelle pourrait être la société de demain, dès lors qu'on n'a plus envie que ce soit celle sur laquelle aujourd'hui on a le sentiment de survivre plus que de vivre bien souvent. Donc voilà. Mais
ça, c'est une sorte de petite introduction pour bien montrer que le potentiel, là en l'occurrence de ce monde des jeux vidéo, est bien supérieur à ce qu'on imagine. Il n'y a pas de raison qu'on ait que des jeux de baston en jeux vidéo. C'est comme si en roman, on considérait qu'on ne pouvait avoir que Oui Oui en vacances, ou que des jeux, ou que des bouquins de la bibliothèque. Voilà, pour je ne sais quoi, de divertissement pur et simple, des romans de gare de mauvaise qualité, alors que quand on prend le corpus et de la littérature blanche et de la littérature des imaginaires que je défends, de science-fiction ou même de fantasy, Harry Potter, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu une Harry Potter Alliance, et il y a un tas d'amateurs, là en l'occurrence de Harry Potter ou de Hunger Games, qui ont monté des projets de société, qui ont monté des protestations. C'est quelque chose qui se développe, qui s'est développé de façon assez extraordinaire ces 10 dernières années, c'est-à-dire la façon dont certains utilisent les imaginaires et les personnages pour intervenir au cœur même de la société. Récemment, il y a ce qu'on appelait les Dreamers, qui se sont emparés de Superman en disant que Superman était un migrant, et qui ont monté tout un dispositif contre Trump pour soutenir tous les étudiants qu'il voulait virer, étudiants migrants, qui étaient effectivement aux États-Unis. Donc la fiction, au fond, elle est, et c'est ce que j'ai commencé par vous montrer, elle a une dimension, en quelque sorte, de réflexion, une dimension parfois même de remise à niveau, ou tout simplement de faculté à revenir aux sources qui est beaucoup plus fine qu'on ne l'imagine. Alors, l'exemple que vous voyez donc à l'écran ici, c'est celui du métavers. Je ne sais pas si vous le savez, mais le nom métavers, il est apparu la première fois dans un roman qui s'appelle Snow Crash, le samouraï virtuel, de Neil Stephenson, qui aujourd'hui travaille sur un métavers indépendant, totalement indépendant de Facebook et autres, que tout le monde pourra s'approprier, dans lequel chacun devrait en théorie pouvoir construire. Si, effectivement, on continue avec le métavers, vu les dépenses énergétiques qui vont avec, vu tout ce qu'il y a derrière, on n'est pas loin de la fumisterie. On est un peu à l'antithèse de la logique low-tech de la plupart des œuvres que vous avez vues dans l'exposition. Bon, mais à supposer qu'on continue vers le métavers, ce qui est intéressant, c'est que si on va à la source du terme, qui a été effectivement tiré de ce bouquin, Le Samouraï virtuel, Snow Crash, de Neil Stephenson, en 1992. Là, vous avez l'image de Mark Zuckerberg. Je ne vous dirai pas mon sentiment profond pour la tête qu'il fait, et en réel et en 3D, puisque ce serait quand même de mauvais aloi. Vous imaginez bien tout le bien que j'en pense. Eh bien, si vous allez à la source, dans le métavers, le Snow Crash, c'est une sorte de drogue. C'est-à-dire que pour qu'un univers virtuel fonctionne, il faut qu'il y ait de la vie. Il y a eu pendant une époque le deuxième monde, il y a eu avec les Linden Dollars, il y a encore aujourd'hui, merde j'ai oublié ça, j'ai un trou de mémoire, mais le Second Life, voilà, Second Life, auquel j'ai effectivement aussi un peu été, on voit bien que les univers... Alors, le métavers, ça n'existe pas. Il y avait la réalité virtuelle, qui existe depuis très longtemps. Il y a des univers virtuels persistants. World of Warcraft, en tant que jeu vidéo massivement multijoueur, vous le savez, était un jeu dans lequel on pouvait jouer et évoluer. Animal Crossing, qui a eu un succès énorme pendant le Covid, est un jeu persistant. Ça veut dire qu'il continue à vivre lorsque vous n'êtes pas là. Et pourquoi ça a fonctionné? Parce qu'il a été détourné. Il y avait des manifestants de Hong Kong, il y avait des gilets jaunes, et d'ailleurs, ça a été fermé. C'est-à-dire, ces éléments-là ont été fermés. Mais à un moment donné, un univers virtuel, il n'existe, il n'a de sens que s'il est complètement connecté à la vie. La vie, c'est le sexe, la vie, c'est les détournements, la vie, c'est les surprises, la vie, c'est l'inattendu. Donc c'est l'antithèse de Facebook. En fait. Et justement, dans Snow Crash, dans le samouraï virtuel, cette drogue, le Snow Crash, cette drogue qui est vendue dans les recoins du boulevard, le grand boulevard de cette unité du métavers, avec le personnage central qui s'appelle Hiro Protagoniste, qui est un vendeur de pizza à la seconde près, et qui dépend d'une sorte de mafia qui pourrait être l'équivalent de certaines boîtes de la Silicon Valley d'aujourd'hui. Eh bien, à un moment donné, cette drogue, elle tue. En fait. On est dans le réel. C'est-à-dire qu'il y a forcément des effets pervers. Il y a forcément des détournements. Voilà. Donc, à un moment donné, ça ne pourrait marcher que si ce n'est pas uniquement des univers de bureaux aseptisés. Ou la tête, qui est également aseptisée, de Mark Zuckerberg. Donc, la réflexion, on le voit, on va à la source. Rien qu'en allant à la source d'un terme à la mode,
dont on nous chante, on nous fait 1000 choux gras, on arrive à comprendre, on arrive à saisir des ambiguïtés, on arrive à penser, à réfléchir. Ça veut donc bien dire que les créations, les fictions sont bien plus que des fictions. Les fictions existent dans notre tête, les fictions créent des mondes en amont et en aval de tout ce que l'on vit. Alors, autre exemple, puisqu'on parle beaucoup de réalité virtuelle. Moi, j'interviens très souvent sur les imaginaires de l'IA, en fait. Bon, chose qu'on a oubliée, sur le rapport Villani, donner un sens à l'intelligence artificielle, donc de 2018. Les gens ont parlé de tout ce qu'on savait déjà, des logiques un peu officielles et tout, etc. Mais qu'est-ce qu'il y avait de bien dans ce rapport? C'est l'introduction dans laquelle il citait des œuvres d'imaginaire comme 2001 l'Odyssée de l'espace, comme je crois qu'il citait Ex Machina aussi. Donc il citait quelques films en expliquant que les cultures de l'IA, ce qu'il y a derrière en termes d'imaginaire, était aussi important que le versant scientifique. Après, il ne le suivait pas, sauf d'une façon qui était qu'il y avait des nouvelles au sein de ce rapport, des nouvelles de science-fiction. En fait, bon, c'était, à mon sens, ce qu'il y avait de plus intéressant dans ce rapport, par ailleurs assez ennuyeux, comme tous les rapports du genre. Mais ça montre bien aussi que la création fait partie de ce qui fait sens. Voire en est souvent l'un des éléments essentiels. Je veux dire, Héphaïstos avait 2 serveuses d'or. Les Égyptiens faisaient vivre leur statue avec le K. On peut remonter très très loin, on peut parler du golem et autres, on peut parler évidemment de cette naissance de la science-fiction quasiment avec Mary Shelley et Frankenstein en 1818. Je veux dire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des mythes qui auparavant étaient des mythes appartenant à la religion, et en quelque sorte, elle les profane, elle les rend séculiers, ces mythes, elle s'en empare, et au fond, cette idée de création de la vie devient quelque chose qu'un scientifique peut appréhender à des fins de connaissance, parce que le docteur Frankenstein, il crée sa créature à des fins de connaissance, puis effectivement, il l'oublie et il se fait en quelque sorte détruire par la créature. Là, c'est le retour de l'aspect judéo-chrétien, c'est-à-dire le côté culpabilisation, mais dans tous les cas, on est sur une œuvre là, qui, comme tout ce qui va suivre, et tout ce que mettent en scène des jeux vidéo, des romans, des films, sur quelque chose où ces deux grandes clés de tous les mythes, de toute création, de toute religion, à savoir la création de la vie, la destruction de la vie, digression, avec Hiroshima et quelques autres exemples, on a montré là-dessus qu'on était brillants, les humains. Hein. Mais bon, en tout cas, ce qui auparavant appartenait au mythe devient quelque chose de l'ordre potentiellement du réel. Et j'ai pas pu résister à vous mettre la photo de ce personnage extraordinaire, Blake le moine. Peut-être que vous ne connaissez pas Blake le moine, mais Blake le moine était jusqu'à juillet 2022 un ingénieur de chez Google qui s'occupait de LDMA, qui est l'équivalent de ChatGPT chez Google. Simplement, ils n'ont pas mis grand public pour faire un grand show. Et cet ingénieur, comme c'est écrit là, à un moment donné, avait expliqué que sa machine, sa mécanique, son IA, avait une riche vie intérieure, méditait, avait une conscience. Il y croyait dur comme fer, au point qu'il a dû être viré, parce qu'il insistait, il voulait que son IA ait un avocat pour la défendre. Et on pourrait très bien se dire, on peut en rire. Oui, on peut en rire, mais on peut aussi se dire, quel révélateur du moteur de ceux qui créent ce type de mécanique. Même si ce n'est pas forcément vrai, cette idée, potentiellement, d'une vie alien, d'une vie autre, venant des mécaniques, elle peut se construire, elle peut exister, elle peut être appréhendée, et elle l'est bien souvent par ce type de chercheurs motivés par ce type de création. Et d'ailleurs, l'une des preuves parmi d'autres, c'est ce tweet que j'ai récupéré de Andy Rubin. Combien y en a-t-il parmi vous qui ont des téléphones Android? Sans doute une bonne partie. Android. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à d'où venait ce nom Android? Peut-être pas. Eh bien, ce nom Android, il vient du fait que Andy Rubin, celui qui a créé la start-up Android, qui a été rachetée par Google, avant de faire le système d'exploitation Android, était un fan absolu de Blade Runner et de Philippe K. Dick. Vous me dites, comment on le sait? Parce qu'effectivement, il y avait risque de procès avec les héritiers de Philippe K. Dick. On le savait déjà, on avait
une intuition, puisqu'en fait, ils avaient appelé, quand ils ont voulu à Google démontrer tout ce qu'on pouvait faire avec les téléphones Google, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va nous-mêmes montrer tout ce qu'on peut faire. Ils ont pris un des fabricants, HTC, puis ils ont mené leur truc. Ils ont appelé leur gamme Nexus. Les réplicants donc de Blade Runner s'appellent les Nexus 6. Et on pourrait multiplier les exemples, les citations, etc., les dédits et des non-dits. Mais l'exemple le plus génial, c'est qu'une fois qu'il a été plus chez Google, le 8 janvier 2016, Andy Rubin a fêté bon anniversaire à Roy Batty. Donc vous imaginez, il a été prendre le film, prendre une image dans laquelle il y a la fiche de Roy Batty, ça dure quelques secondes, et il a préparé son coup pour souhaiter bon anniversaire à Roy Batty et après aux autres réplicants. Il faut quand même être bien barré pour faire ça. En fait. Mais vous dites, au-delà du côté passionné, ce que ça révèle aussi, c'est que la façon dont les imaginaires influent sur nous n'est jamais visible. C'est quelque chose qui se fait un peu à l'image de ce qui se passait pour un célèbre coureur cycliste qui avait pris de la drogue, à l'insu de son plein gré. Pour ceux qui sont plus âgés, ça s'appelait Richard Virenque, et donc voilà, donc à l'insu de son plein gré. Et donc voilà, donc soudainement apparaît quelque chose qui est de l'ordre de l'influence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça nous influence. Et que ce soit dans le monde des nouvelles technologies, ou que ce soit, par exemple, sur les logiques d'effondrement, de post-apocalyptique, et ainsi de suite, tout cela, en quelque sorte, agit. Quand c'est, là je parle de Soleil Vert, lorsque c'est une artiste comme Dominique Gonzalez Foster qui l'exprime, et qui montre, qui fait un petit film d'hommage à Soleil Vert, qui explique dans ce petit film qu'à 12 ans, elle a vu ce film, ça l'a marqué à vie, et qui après explique aussi plus tard comment elle s'en est servie dans des œuvres, on se dit voilà, qu'est-ce qui se passe là? On a une fiction qui devient une effiction, qui devient effective. C'est-à-dire qui sans même qu'on s'en rende compte, à la façon de vos téléphones Android que vous avez dans votre poche, c'est à la fois un objet que vous utilisez, c'est aussi une belle marque de la société extractiviste, avec les terres rares, etc. Et c'est aussi un objet de l'imaginaire. C'est tout ça à la fois, quelque part. C'est une effiction, c'est une fiction, vivante, effective, au même titre qu'un objet que vous utilisez en tant que tel. Ce qui montre bien que la séparation que l'on fait, selon la logique des temps modernes, entre fait et fiction est artificielle. Alors ça, c'est ma thèse. Je ne vous dis pas je la partage avec beaucoup d'autres philosophes, avec pas mal de gens, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. D'ailleurs, si vous réfléchissez, et si vous travaillez sur les sciences cognitives, vous voyez comment les choses se font, la façon dont l'humain réagit, rappelez-vous, le train en gare de La Ciotat, les frères Lumière, la façon dont l'humain réagit face à quelque chose qui se passe devant son écran, ou en réel, en première instance, c'est exactement la même chose. C'est en deuxième instance qu'il y a quelque chose qui se construit, qui est de l'ordre de la convention, pour nous dire, c'est une fiction. Hein, ce qui nous permet potentiellement de ne pas tout gober. Éventuellement. C'est une fiction. Donc il y a une prise de distance qui va par rapport à ça. Donc la fiction, la fictionnalisation, est à mon sens plus importante, ou tout aussi importante que la factualisation. Il n'y a pas de fait entendable s'il n'y a pas de fiction. Et de la même façon qu'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de dynamique intellectuelle, spirituelle, s'il n'y a pas un jeu avec des fictions. Il s'agisse d'œuvres ou de dispositifs. Donc voilà. Après, évidemment, ça n'agit pas tout seul. Ça agit dans un contexte. Hein, c'est-à-dire que les choses se complètent, se mixent, se mêlent. Imaginez votre cerveau, votre esprit, c'est comme un océan, il y a des choses qui apparaissent, hop, vous voyez tel film, ça ne vous marque pas, ça disparaît, d'autres qui restent, et comme l'artiste Dominique Gonzalez Foster, à un moment donné, ça ressort, ça se mixe à d'autres, et vous en faites des créations, vous en faites quelque chose, vous en faites, comme on dit Rubin, un système d'exploitation Android. Ce qui ne veut pas dire évidemment que tous les gens de Google sont persuadés de l'intelligence potentielle, de la vie qui va sortir du net ou des objets qu'ils créent. Ça veut juste dire qu'il y a une dimension fictionnelle, une dimension qui existe bien au-delà des objets de fiction eux-mêmes, bien au-delà des œuvres de fiction elles-mêmes, qui existent dans des jeux vidéo, qui existent dans des romans, qui existent dans des films, qui potentiellement marquent et qui sont aussi des instances de transformation potentielle, au même titre qu'un groupe comme Extinction Rebellion, au même titre que des tas d'autres actions. C'est-à-dire que les récits
factuels, les récits de choses qui se passent, par exemple sur les questions de la solidarité qui m'occupent beaucoup depuis un moment, sont tout aussi importants évidemment que des fictions qui mettent en scène d'autres façons d'être solidaire demain. On a à la fois besoin de chemin et d'horizon. Les fictions, les nouvelles, les jeux vidéo peuvent nous aider à définir des horizons ou des chemins. C'est possible, au même titre qu'ils peuvent nous divertir. Mais ce qui importe pour moi, c'est que vous réalisiez la multiplicité des jeux et des fonctions potentielles de la fiction. La fonction d'alerte, c'est les fameuses dystopies, c'est-à-dire les utopies négatives, dont la plus connue est 1984 de George Orwell. Celle de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, hein, Brave New World l'est aussi. Elle est passionnante parce que lorsque vous lisez avec le regard d'aujourd'hui, ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, Le meilleur des mondes, donc de 1932, et 1984, donc écrit en 1948, sorti en 1949, lorsque vous lisez en quelque sorte ces romans, avec le regard d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'anthropocène, puisqu'on n'en parlait pas à l'époque, n'existe pas, parce que le mot n'existe pas, mais est sous-jacent. C'est-à-dire que vous le lisez avec ce regard, vous voyez que les seuls moments de liberté de Winston Smith dans 1984, c'est des moments où il est en rapport à la nature. Vous remarquez que la base même, la structure même du meilleur des mondes, des alphas, des omégas, des epsilon, c'est une logique de mécanisation, de machinisation du vivant. Et donc c'est l'antithèse même de ce que nous aurions, pour beaucoup d'entre nous, envie de quitter en termes de mode de faire et de pratiquer. Et donc, on se rend compte, au fond, finalement, que les choses étaient là depuis très longtemps, mais qu'on ne les voyait pas forcément avec le même regard qu'aujourd'hui. Alors, je pourrais multiplier les exemples de textes, de fiction, de films. Il y a une idée que j'aime bien, qu'un ami, qui est un chercheur qui s'appelle Yannick Rumpala a développé dans un de ses livres, qui est l'idée de prototopie. Hein. Bien souvent, en fait, aujourd'hui, on entend dire on a besoin, mais les dystopies, ça nous fait du mal, etc. On a besoin d'utopie. Bon. Lui, ce qu'il explique, et je pense qu'il n'a pas tort, c'est que, et d'ailleurs, les gens qui ont expérimenté les écritures collectives, il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans le monde entier sur des logiques de fabrication de récits collectifs, on se rend compte qu'on ne peut pas, c'est contre-productif de dire on va être positif, ou on va être super court. On se rend compte en fait que naturellement les gens vont explorer des tas de voies différentes. Et ce qui est intéressant, c'est des prototopies, c'est qu'on se projette dans le futur, et dans ces cas-là, l'utopie est aussi importante que la dystopie. Les grands auteurs comme John Brunner ici, donc Tous à Zanzibar, qui a un bouquin de la fin des années 60, dans sa dystopie de surpopulation qui est hallucinante de Tous à Zanzibar, il met en scène un petit État africain, le Béninia, qui est d'une micro-utopie. En fait. Bien souvent, l'utopie naît de la dystopie. La catastrophe, étymologiquement, c'est la renaissance. La crise, c'est l'occasion de réinventer nos valeurs, de réinventer un monde, quelque part. Donc, ne pas séparer l'utopie de la dystopie. Les deux se complètent, les deux, parfois, vivent au sein des mêmes fictions, et c'est logique. Parce que l'occasion d'aujourd'hui, c'est l'occasion de transformer. C'est l'occasion de changer de paradigme. Ce ne sera peut-être pas moi, ce ne sera peut-être pas vous, peut-être nos enfants, nos petits-enfants, mais semer dès maintenant des graines de transformation et le faire non pas uniquement de manière intellectuelle, ce qui est très utile, via des textes de philosophie, via des textes de réflexion, mais aussi par des fictions, me semble absolument majeur aujourd'hui, essentiel. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait un message. Il suffit, il faut que les œuvres puissent rester ouvertes à l'interprétation, parce que la forme, la manière de les traiter est tout aussi importante que ce qu'il y a derrière. Hein, une logique qui se voudrait écologique, changement de paradigme, et qui serait surplombante sans laisser aucune voie à l'interprétation, raterait son coup immédiatement et de façon tout à fait logique. Donc, d'une certaine façon, moi j'ai un terme pour ça qui est les philofictions, qui est logique de dire fiction à portée philosophique. Pour moi, quand je dis philo-fiction, je dis fiction à portée philosophique, je dis ami des fictions, c'est-à-dire apprendre, comprendre que les fictions peuvent être considérées de plein de façons différentes avec une immense richesse, et je dis aussi fiction des amis, amis dans le sens de Pythagore, pour lequel l'amitié, c'était l'amitié envers le monde, envers tout, envers les êtres, la faune, la flore, autant que des individus, des animaux domestiques ou je ne sais quoi. Une logique d'amitié vis-à-vis du monde. On va relier plutôt que délier.
quelque sorte. Et effectivement, c'est à mon sens l'une des antidotes les plus extraordinaires par rapport à ce que j'appelle les schizofictions, qui ne s'assument pas comme fiction, qu'elles viennent du storytelling de certaines boîtes, du storytelling du pouvoir ou du complotisme, ou tas d'autres mouvements. Mais là, on voit aujourd'hui, c'est un peu le travail que je mène là, là j'anticipe par rapport à mon prochain bouquin, que je mène avec des philosophes qui m'accompagnent, qui m'aident par rapport à ça, ce travail qui est de dire, au fond, il y a nécessité aujourd'hui de telles philo-fictions, parce que tout simplement, il est plus facile de discuter à partir d'une fiction, d'une prise de distance telle que celle-là, aujourd'hui, que de prétendre détenir la vérité. Le juste est plus important aujourd'hui, à mon sens, et plus productif que la simple logique, ceci est vrai, ceci est faux, même si ça peut aboutir à la même chose, c'est-à-dire à tendre vers la vérité. Ne jamais dire qu'on la détient, tendre vers. Et les fictions là-dessus sont passionnantes, et sont d'une richesse extraordinaire pour peu qu'on les lise de cette façon. Alors, je pourrais multiplier les exemples. Là, c'est un bouquin qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages, où il y a une sorte de personnage conceptuel qui est un robot qui est le descendant des premiers recyclés sauvages, qui du jour au lendemain s'appelle l'éveil, ont quitté les usines. Et une bonne partie de cette lune, qui est un miroir de la Terre, a été complètement abandonnée à la faune et la flore. Il y a une visite d'une usine qui est hallucinante, qui est complètement abandonnée. Et ce personnage conceptuel, qui est le robot de Un psaume pour les recyclés sauvages, le deuxième tome vient de paraître, je crois que ça s'appelle, il y a une prière pour les cimes, je crois, un truc comme ça, les cimes timides. Une prière pour les cimes timides. Alors, c'est absolument pas religieux. Hein. La moine de thé qui est en dialogue avec le robot, c'est une moine de thé anarchiste. C'est une moine de thé qui, qui fait l'amour. Voilà, on n'est absolument pas dans une logique. En tout cas, si on est dans une logique religieuse, c'est plus une logique spirituelle et mystique qu'autre chose. Et donc, ce conte philosophique en est parmi beaucoup d'autres. Je pourrais vous multiplier les exemples. Après, bien évidemment, est-ce que certains de ces titres-là demain seront peut-être en jeux vidéo, seront peut-être en série télé? On commence à le voir, par exemple, la série Extrapolation de Apple TV est en partie inspirée de textes de Paolo Bacigalupi, dont je vous ai montré une image ici, donc Walter Knife, qui est l'un des bouquins les plus forts par rapport à la question de l'eau, qui met en scène la logique de sécheresse, le rapport à l'eau, comme s'il avait pris ce qui se passait déjà en Afrique pour le mettre autour du fleuve Colorado aux États-Unis, pour toucher ses publics. À partir de données c'était très sérieuses. Donc on est vraiment dans la logique de ce qu'on appelle la climate fiction, et tous ces territoires sont d'une richesse extraordinaire. Alors ils sont récents, donc ça commence à irriguer le monde du jeu vidéo, ça commence à irriguer des tas d'autres mondes, les séries télé, mais on voit qu'il y a aujourd'hui une nouvelle génération d'auteurs et surtout d'autrices d'ailleurs, beaucoup d'autrices. Becky Chambers est une autrice, Lee Kam est une autrice, et son roman dans la collection Utopia, Utopia, l'utopie, Thomas More, c'est le lieu de nulle part. Utopia, c'est le lieu du meilleur, quelque part. Et donc on est situé. Mais l'ICAM revendique tout ça avec toute une logique de transition, avec une sorte d'IA-psychologue dans son roman Résolution, qui est assez extraordinaire, et qui correspond à ces logiques de transformation, qui correspond au fond, un peu comme dans l'art, à cette idée de nouveaux imaginaires, ou d'imaginaires qui vont nourrir quelque part, alimenter d'autres façons de voir le monde, et peut-être sensibiliser, peut-être réveiller, peut-être donner des idées, peut-être créer des chemins, au même titre que les histoires qu'on raconte, très concrètes, sur le terrain, d'Extinction Rébellion, de rénovation urbaine, aussi d'associations comme Utopia 56 sur le terrain, voilà. Donc tout ça, ces récits du réel, ces récits factuels et ces récits d'autres types d'horizons se complètent. Et il ne faut pas croire que les gens, moi j'ai été en reportage par exemple au Canada, où j'ai vu des gens d'une structure qui s'appelle le Bâtiment 7, ils ont totalement, après une lutte pendant des années, pour récupérer une immense bâtisse qui était à la SNCF, dans le coin le plus pauvre de Montréal. Ils ont bâti un lieu avec des Fab Labs, avec des logiques de jardin partagé, avec un tas d'idées, de spectacles, etc., sur la base d'une utopie qui est celle de la Commune de Paris. Et avec aussi des mondes de science-fiction, des références comme Ursula K. Le Guin. Je veux dire, ça fonctionne, en fait. Et ça a des conséquences sur le réel, sur le faire. Les fictions sont effectives. Parfois, elles peuvent aller dans des directions qui n'ont rien à voir avec la transition, avec bien évidemment qu'elles sont plurielles et qu'elles ne sont pas bonnes en tant que telles. Elles sont comme
le pharmacon dont parlait Bernard Stiegler, c'est à la fois poison et antidote, en fait. Mais le potentiel est là. Voilà. Le potentiel est là et il est bien plus grand qu'on imagine. Là, c'est l'exemple à la fois d'une œuvre à partir de CO2 de Yann Thomas et la fameuse exposition, je crois que c'était en fin 2018, de Thomas Saraceno, donc au Palais de Tokyo, où effectivement, quand on voyait, vous voyez sur le côté, les exemples donc, de toiles d'araignée, on avait l'impression de visiter un cosmos hallucinant, en fait. Et des tas de gens se sont dit, mais peut-être qu'on regarde mal, qu'on a mal compris. Ils jouaient également avec des musiciens par rapport au son des araignées. Et en fait, ça nous décalait le regard. Et là, c'était un dispositif qu'on vivait. Donc là encore, on était dans les fictions, c'est-à-dire une fiction effective qui peut potentiellement nous changer, nous transformer. Ça veut donc dire qu'il y a derrière tout ça un potentiel de faire qui, même si on a le sentiment parfois d'être minoritaire, à mon sens, donne envie. En tout cas, moi, me donne envie. Voilà. Et me permet de ne pas uniquement me désoler quand j'écoute la radio, par exemple. Voilà. Hein. Donc, pourquoi les imaginaires? Donc, c'est cette logique donc, ce double imaginaire technologique et démiurgique, la logique de création de vie, etc., et écologique, qu'on retrouve par exemple dans le premier Blade Runner en sous-main, mais également dans Blade Runner 2049. Dans le premier Blade Runner, dans le roman qui a son origine, qui sont les moutons reptiles, donc les androïdes reptiles des moutons électriques de l'auteur de science-fiction Philippe K. Dick, il y a un mouton électrique justement. Il y a des animaux artificiels, tout simplement parce que il y a eu une extinction. Donc dès le roman à la fin des années 60, il met en scène sous-jacent cette logique d'extinction et de comment on fait pour vivre avec une clé qui est l'empathie. Hein, l'empathie par rapport à l'autre, par rapport à l'étranger. Hein, il y a une amibe, j'adore donner l'exemple chez Philippe K. Dick de l'amibe télépathe de Ganymède qui sauve quelqu'un, une sorte d'amibe, un truc hideux, qui sauve un humain. La question de l'empathie est voilà, absolument essentielle. Et on retrouve donc dans des tas d'œuvres aujourd'hui cette double dimension qui est très présente. Il y a une multitude d'imaginaires. Il y a un imaginaire agricole, il y a des imaginaires politiques, il y a un tas d'imaginaires. Simplement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les deux imaginaires qui s'opposent d'une certaine manière, mais qui pourraient peut-être se compléter, les deux imaginaires qui sont les imaginaires les plus féroces, les plus forts, les plus prégnants chez nous, c'est cet imaginaire écologique, cet imaginaire post-apocalyptique qui existe avec des œuvres depuis très longtemps. Hein. Donc, comme je n'ai pas sans doute avoir le temps de tout montrer, voilà, mais l'univers post-apocalyptique, il existe au travers des zombies, du film La Route, de tas d'autres exemples. On ne s'en rend pas forcément compte, mais il est depuis très longtemps présent en nous. Et il est présent évidemment, comme non seulement dans Mad Max, mais dans le monde du jeu vidéo aussi. Et donc, ces deux imaginaires, l'imaginaire technologique et l'imaginaire écologiste, l'imaginaire effondriste, l'imaginaire de création de la vie par les machines de capture artificielle, le chat GPT. Donc d'un côté les zombies, de l'autre côté chat GPT. Mais c'est très complémentaire. Vous savez que les gens qui bossent sur les IA, les logiques des transhumanistes, il y a une extinction. On va devoir fusionner avec les machines, selon eux, pour échapper à l'extinction par les machines. Donc ces deux imaginaires sont très très liés. Et c'est paradoxal, parce qu'ils nous sidèrent, ces imaginaires. Pourquoi ils nous sidèrent? L'imaginaire écologique, c'est l'imaginaire de retour aux limites. L'imaginaire technologique, c'est l'imaginaire de dépassement de toute limite. Est-ce qu'il ne faudrait pas considérer les limites? Et est-ce qu'au fond, nous plonger dans ce type d'imaginaire ne pourrait pas contribuer, nous accompagner pour justement hybrider? Est-ce que ce ne serait pas le projet de Siana, hein, cette hybridation, au fond? En tout cas, le potentiel, il est là. Le besoin, il est là. Le plaisir, à mon sens, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là non plus. Ce sont des univers qui ont aussi ce côté divertissant, au même titre qu'ils sont enrichissants, potentiellement. Donc le potentiel, c'est un potentiel politique au sens noble du terme. Il n'y a aucune raison de ne pas s'en saisir. Et ce d'autant qu'il y a de plus en plus d'auteurs et d'autrices. Si vous allez dans les centres d'art, j'ai été récemment à la Fondation Filmenco, où le centre Lénine de Bruxelles a fait travailler une série d'artistes avec des œuvres qui vont disparaître. Des œuvres qui rentrent dans le cycle de la nature, d'une certaine manière. Je veux dire, l'imaginaire, les imaginaires créent. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, je pourrais multiplier les exemples, mais je ne sais pas trop s'il vaut mieux pas arrêter et permettre de faire réagir, parce que je pense qu'après, il y a des gens qui... Ouais, si vous voulez réagir, comme ça nous donne l'occasion de... Voilà, parce que j'étais un peu vite parfois. Un petit peu de café ici, avec
un peu de café. Je sais pas si on aura tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, voilà, mon message en tout cas est assez simple, je crois. Voilà. Après, si vous voulez, je peux aller plus précisément sur l'un ou l'autre de ces concepts, en fait. Hein. Parce que j'ai évoqué quand même plusieurs types de concepts en allant très vite sur certains d'entre eux. Ouais. Ouais. C'est juste une réflexion que j'ai eue lorsque vous avez parlé donc, des imaginaires et des fictions un peu effondristes en fait par rapport à l'avenir de l'humanité, liées aussi aux questions écologiques. Est-ce que ça porte pas préjudice justement de prôner, de valoriser des fictions comme ça? Je vois des films sur la route, assez durs de l'humanité, alors que dans certains récits justement écologiques, on prône justement une humanité plutôt bonne, tournée plus vers la solidarité, le partage. Voilà, je sais pas, c'était une réflexion que j'ai eue. C'est une réflexion que j'ai eue quand j'ai vu ça. C'est là, j'ai fait un truc que j'ai Alors, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nouvelle génération, alors attends, la question donc, sur les logiques de l'effondrement. Déjà, la route que j'ai analysée, en comparaison d'ailleurs d'un autre bouquin qui s'appelle Le Monde enfin, est, contrairement à ce qu'on imagine, un livre très conservateur. Comme Ravage de Barjavel. Intéressant, mais très conservateur. Pourquoi? C'est très conservateur parce que la route, on ne sait pas d'où vient le problème. Le problème n'est pas immanent, il est transcendant. Et c'est un problème qui est... Le plus grand bonheur, c'est d'être dans un bunker pour aller prendre du coca. Et donc, en fait, on est sur quelque chose où les seules choses positives sont ce qui appartient au passé. Dans Le Monde enfin, c'est une sorte de prion avant la lettre. Donc, le bouquin est sorti en 2006 de Jean-Pierre Andrévon. C'est la nature, c'est les animaux qui deviennent quasiment télépathes. Et la nature, il y a une sorte de bouillonnement extraordinaire de vie, même si l'humain est complètement à la masse. Donc la dystopie laisse ouvert d'autres possibilités, d'autres façons de faire. De la même façon que si on prend le film Je suis une légende avec Will Smith, de Francis Lawrence, et qu'on prend le bouquin à l'origine qui est Je suis une légende de Richard Matheson de 1955, c'est l'antithèse. Parce que dans le film, ce qui est bien, c'est les gens qui sont bunkerisés pour se protéger. Ils vont avoir un vaccin. Dans le roman, le personnage central se rend compte qu'il a tué des zombies qui redevenaient un nouveau type d'humain, et il dit « il faut que je disparaisse, je suis une légende ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire au fond qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de fictions qui laissent totalement, qui sont effondristes d'une certaine manière, mais qui laissent ouvertes un tas de possibilités. Dans les 14 nouvelles de science-fiction de Nos Futurs Solidaires, il y a des tas de nouvelles qui sont totalement positives. Il y a un des auteurs qui a imaginé une contagion empathique, qui s'appelle l'affection. C'était juste avant le Covid en plus, donc il n'avait pas anticipé le Covid. Il y a une nouvelle de l'ICAM avec une jeune femme autiste et une sorte d'éco-batte avec tout un tas de communautés. Et donc il y a de plus en plus d'auteurs et d'autrices qui justement ne sont pas dans la logique, on va dire, compétitive. Parce que lorsqu'on écoute Pablo Servigne, que je connais bien, Pablo Servigne, il explique que la clé, c'est justement l'entraide. L'entraide, d'ailleurs, Élisée Reclus, entraide un facteur de l'évolution, était éthologue, géographe, donc il y a un certain type d'anarchisme qui était dans cette logique-là, à la fois écologiste et venant du terrain. On redécouvre aujourd'hui Pierre Kropotkin. Et chez tous ces auteurs et autrices, il y a parfois, et de plus en plus, une lucidité qui les amène à des conséquences assez noires par rapport à un devenir de l'humanité. Mais c'est le cas, par exemple, de Résolution de l'ICAM. C'est dans une île où tous les personnages oublient leurs étiquettes et se reconstruisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes ces littératures, aujourd'hui, écologistes, il y a certes encore, et qui ne se donnent même pas comme écologistes, des bouquins comme La Route de McCarthy, avec le film donc, sorti 3 ans plus tard, La Route, mais il y a aussi l'antithèse de ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que... D'ailleurs, ce qu'étudiait Kropotkin, là où Darwin étudiait la jungle amazonienne,
lui étudiait en Sibérie et a montré des logiques d'entraide entre espèces différentes. Et quand il y a potentiellement une rareté, l'entraide se développe de manière assez extraordinaire. Et il y a des tas d'œuvres maintenant qui mettent en scène cette logique-là. Donc, et là, c'est là où on a, peut-être pas un combat d'imaginaire, mais on voit qu'il y a un enjeu majeur à se dire, prenons acte de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer, soyons lucides par rapport à ce qui potentiellement peut nous arriver, mais ne nous contentons pas du pur négatif, selon quoi le meilleur serait ce que nous avons perdu. Au contraire, renversons la perspective. Parce qu'on va perdre à la fois des choses auxquelles on tient et d'autres potentiellement dont on sera très content qu'elles ne soient plus là, reconstruisons, rebâtissons, y compris dans la difficulté, même s'il y aura des morts. Et je vous assure que dans le monde de la fiction, dans le monde de la création, il y a de plus en plus d'auteurs et d'autrices parmi les artistes qui adoptent cette logique-là. Alors peut-être que je la signifie, que je la mets en scène de façon peut-être plus claire qu'eux ne le font souvent, mais c'est quelque chose qui est en train de se construire. Qui est en train de se construire et qui est une réponse justement à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, au premier degré, s'il n'y a plus aucun espoir, autant faire tout et n'importe quoi. Et effectivement, faire la fête dans un bunker. Bon, et c'est tout à fait juste de dire que voilà, là, il y a un danger. De la même façon qu'il y a un danger dans le monde numérique, je ne sais pas donner l'exemple de Werner Winge, qui est des transhumanistes, mais il y a aussi un danger quelque part de technosolutionnisme, de croyance dans le devenir Dieu des technologies, qui effectivement peut se faire au mépris de ce que cela coûte réellement, en fait, de ce que ça veut dire que les centres serveurs, c'est de la matière aussi, en fait, ou les terres rares. Donc, on le voit très bien, c'est effectivement, l'objet fictionnel est un objet qui n'est pas en lui-même bon ou mauvais, en fait. C'est comme la poste, c'est comme le mail. Après, qu'est-ce qu'on va en faire, même si ça nous change en tant que tel, même si ça nous transforme. Mais voilà. Mais en tout cas, là, il y a déjà un potentiel de transformation qui est assez fort. D'autres questions? Donc la question était très bien. Le monde de l'enseignement parle beaucoup de panne des imaginaires, notamment chez les jeunes générations. J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet-là, et notamment qu'on met en relief avec la question des nouveaux imaginaires, où on remet vraiment ces termes de nouveau. J'ai l'impression qu'on change tant que ça, génération après génération, et qui a priori nos imaginaires ne sont jamais très très loin, il y a un peu de technologie, voilà, mais ça ne semble pas bouger autant que ça, mais oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est des discussions que j'ai eues aussi avec, parce que j'ai contribué à la création d'un quelque chose qui s'appelle le Réseau Université de la Pluralité, qui travaille sur les imaginaires alternatifs du futur, qui est un réseau mondial, mais qui est d'ailleurs dirigé par Daniel Kaplan aujourd'hui, qui a connu, je crois, notre président, puisqu'en fait il était le secrétaire général de la FING, de la Fondation Internet Nouvelle Génération, et là maintenant il co-dirige avec une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Katie Stewart, qui est la présidente, donc le réseau Université de la Pluralité. Et on a eu ces discussions, notamment j'ai eu lui avec Nicolas Nova, qui parlait d'une panne des imaginaires. Je pense qu'il n'y a pas de panne des imaginaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a un problème de lisibilité et de visibilité aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous nagez si vous êtes devant 10 livres, 20 livres, c'est pas la même chose que si vous êtes sans point de repère devant 10 000 livres. Si en plus vous avez les réseaux sociaux et les gens qui vous disent c'est ça que vous aimez, etc., on a non pas une panne des imaginaires, il n'y en a jamais eu autant et aussi riche, et en plus il y a des tas d'imaginaires du passé qui fonctionnent encore extraordinairement bien, donc c'est tout le problème du terme nouveaux imaginaires. Il y a des nouvelles lectures, des nouvelles interprétations d'imaginaires, et qui sont excessivement nombreux, et c'est la même chose par rapport à des pensées alternatives. Moi, je suis dans une revue Multitude, où on défend le revenu universel depuis très longtemps. Il y a des tas de gens qui pensent différemment. Ils ne sont pas visibles et lisibles, notamment par des gens comme la majorité du public, en fait, des élus qui sont là, par exemple, les SON, etc., ou même plus large. C'est qu'on a un vrai problème de comment on rend lisible et visible quelque chose qui est souvent compliqué. C'est-à-dire aller chercher des imaginaires qui ne sont pas des imaginaires clichés et rabattus, c'est compliqué. Et moi, j'ai lu récemment donc, un article, j'utilise un article d'un prof qui a fait pendant très longtemps une étude sur les jeunes de lycée, en essayant de comprendre les fictions qui les marquaient. Et il a à la fois analysé, il parlait à la fois des fictions type manga, Star Wars, etc., et des théories du complot. Et ce qu'il a remarqué, c'est que il les traitait de la même façon. Il croyait sans croire.
Donc, ils utilisaient ce qu'ils avaient à leur portée parce qu'ils ne croyaient plus dans l'institution. Et ça montre bien qu'il n'y a pas de panne des imaginaires. Il y a une question fondamentale de dire comment on rend des tas de choses qui se font visibles, voire lisibles. Et c'est énorme, parce qu'on n'a pas été préparé à ça. L'école, les profs ne sont pas formés à ça. Je veux dire, si on continue à former en expliquant que les faits c'est bien, la fiction c'est mal, on n'ira nulle part. On continuera à aller dans un mur. Parce qu'on comprend que la science, le regard critique, l'éducation se nourrit autant de raison que d'imaginaire, on fait une première étape. Et ensuite, on va chercher les exemples. On les met en scène. Moi, quand je suis prof, alors je suis prof de fac, et ça c'est une activité annexe pour moi, d'être prof de fac à Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, je vais chercher les imaginaires des jeunes que j'ai en face de moi. Je leur parle de Harry Potter, je leur parle de... Et après, je les amène à Nietzsche. Je ne vais pas aller en leur disant qu'il faut lire Aurore de Nietzsche. C'est complètement ridicule. Et ce travail-là, on n'a pas vraiment été bien préparé pour le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable d'écouter, d'entendre ce que sont ces cultures. Je veux dire, voilà, de plonger dans le platisme. Et de comprendre qu'il y a une branche du platisme qui s'appelle le géothérapisme, qui d'une certaine manière, reprend ce que raconte Terry Pratchett dans Les Annales de Disque Monde, immense succès avec des jeux, etc., des 40 bouquins, etc., dans lequel la Terre est plate, portée par 4 éléphants, sur une statue qui vogue. Et tous ceux qui croient dans le géothérapisme, il ne faut pas les prendre comme des idiots. Certains le sont peut-être. Il y a certains des platistes qui sont terrifiants. Mais si on discute à partir de l'exemple de Terry Pratchett, on recrée un dialogue qui a été terminé, qui a été clos, du style c'est ça ou pas autre chose. Donc, tant qu'on sera sur c'est ça ou pas autre chose, qu'on s'accrochera à la vérité que nous détiendrons, que nous sommes en train de nous détenons, on n'y viendra pas. En revanche, si on trouve des astuces, des trucs, via notamment les fictions, pour tendre ensemble vers la vérité, on recréera un dialogue. Il n'y a pas de panne des imaginaires. Non. Il y a ce problème de lisibilité et de visibilité. Moi, on pourrait avoir fait, par exemple, alors certes, c'était des nouvelles, mais je veux dire, on est sidéré par la nouvelle génération de jeunes, surtout autrices de 30 ans, 40 ans aujourd'hui. Pareil dans le monde du jeu vidéo, dans le monde de l'art. Il y a un bouillonnement, il y a une richesse extraordinaire. Le problème, c'est que ils ne sont pas portés par des médias. Les médias vont vers ce qu'ils connaissent déjà, en quelque sorte, comme les gens eux-mêmes, bien souvent. Il y a les réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux fonctionnent aussi comme des bulles de filtre. Donc ils ne nous permettent pas forcément de décaler vers ce qu'on ne connaît pas. Donc on a un problème majeur de médias au sens propre du terme, pas les médias, je ne veux pas critiquer ces médias-là plus qu'autre chose, ils font leur boulot du mieux possible la plupart du temps, mais on a un problème média au sens de transmission, au sens de relais, au sens de dire qu'est-ce qu'on a envie de rendre lisible et visible ou pas. Je veux dire, à quoi sert de parler sans cesse des grands-mères qui sont attaquées par des migrants, là où il y a des tas de migrants qui aident des grands-mères. C'est tellement mieux raconter ça. Ou des jeux, des fictions qui mettent ça en tête, qui mettent ça en scène. En fait, à un moment donné, la logique, soi-disant, d'objectivité, aujourd'hui, est morte. Il faut remplacer l'objectivité par l'honnêteté et par le désir, le sentiment de ce qui est juste, de ce qui serait juste ou pas. Et là, on renverse tout. Là, on se rend compte qu'en fait, sous prétexte d'objectivité, on fait du spectacle. Et on rend illisible ou invisible tout ce qui potentiellement, des initiatives de terrain, voilà, nous c'est ce qu'on fait avec le laboratoire des solidarités de la Fondation Cognac-Jet, c'est qu'on met en scène des tas d'initiatives, on fait des films dessus, on raconte, il y a un prix avec, que ce soit d'ailleurs pour, par exemple, des ordonnances pour des gens qui ne savent pas lire, avec des systèmes de lecture, il y a des tas de choses qui se font, c'est extraordinaire. Ce n'est pas visible.